the access is tremendous. The access is a real market access because it takes its developmental vision, its social growth vision to the private sector. Au Sénégal, Tamwil Africa est à l'origine de l'expansion des opérations bancaires islamiques dans toute la région, tandis que la Banque islamique du Sénégal canalise des fonds vers des PME locales à Dakar et ailleurs. I think there is an increasing awareness of Islamic finance in our member countries, and there is definitely a real will and commitment of the central bank and of the authorities in each of our sub-Saharan member countries, to implement Islamic finance. Plus au nord, en Tunisie, la foreuse offshore de Sarost est donnée pour mission d'assurer que les réserves marginales génèrent des profits pour les actionnaires. En Asie centrale, Leading Force en Ouzbékistan finance son accord Mourabaha grâce à la SID pour ses nouveaux projets d'asphalte et de broyage de pierre qui devraient permettre de tripler ses revenus. Le partenaire de Canaux des Fonds, Taïba Leasing Company, a déjà financé plusieurs projets et projette de s'affirmer rapidement sur le marché. Finalement, au Yémen, Felix Airways a facilité les affaires entre les gouvernorats en améliorant la connectivité de tout le pays, tandis que la banque islamique Sabah attribue 70% de son portefeuille financier aux PME et espère devenir l'une des 3 banques principales au Yémen. Les investissements de la SID ont fourni un impact important au développement dans le monde entier. À l'avenir, la SID a pour ambition d'avoir une influence encore plus grande en continuant à identifier des opportunités prometteuses du secteur privé dans les pays membres du groupe de la BID. The future of Islamic finance, the future of IDB and the future of ICD is great in our countries. We want ICD really to expand more and more. Based on our track record, based on our activities since inception, we feel that we have a bright future for ICD in terms of being able to meet the demand of the private sector from our member countries. À présent, on va donner la parole à Monsieur Khouildi, Dr Khouildi, pardon, qui aura la plus grosse partie de la journée. Mais avant de donner la parole à Dr Khouildi, j'aimerais remercier encore une fois notre panel, donc Monsieur Glaoui, Monsieur Ndoye et Monsieur Babalé. Donc merci beaucoup. Et donc Monsieur Khouildi, je vous donne la parole. Rahim. Justement, avant d'entamer un peu cette présentation, quant aux détails, on peut éventuellement les oublier ou les avoir à travers d'autres mécanismes tels que Internet et autres. Donc c'est pour ça qu'on va concentrer aujourd'hui notre séminaire sur les bases, sur les fondements et sur les mécanismes de la finance islamique. En raison de cet objectif et de la densité de la matière, parce qu'en fait, on va passer en revue tous les points qui concernent la finance islamique, à savoir, d'une part, les bases et surtout les produits, notamment l'après-midi. Donc cela nous amène à concentrer sur les bases. C'est pourquoi on va décaler sur le plan méthodologique les questions à la séance de l'après-midi, comme je l'ai dit, dû à la densité de la matière et à la diversité de l'auditoire, dont on voit des banquiers, des académiciens, des bureaux d'études et autres. Comme vous le voyez, sur le plan du déroulement de la journée, on va diviser cette intervention en 2 grandes parties. Une introduction générale qui traite de la finance islamique, à savoir un aperçu historique, la supervision de la finance islamique, en particulier les banques, parce qu'aujourd'hui,
quand on parle un peu de la supervision, il y a tout un cadre à connaître, un cadre légal et un cadre éthique. Et donc les deux ne s'excluent pas. C'est une complémentarité entre un contrôle légal assuré par les organismes compétents et un contrôle éthique qui a sa place. On va parler aussi des institutions d'encadrement. Autrement dit, quand on parle de la finance islamique aujourd'hui, on ne parle pas d'institutions larguées dans pas mal de pays, mais on parle aussi d'institutions qui sont encadrées, qui ont des ateliers de réflexion derrière, ce qui a amené à avoir les résultats dont on va parler tout à l'heure en détail. On va consacrer aussi une partie à des évolutions en la matière, à savoir une évolution dans le sens de création des fenêtres islamiques au sein des banques conventionnelles. On va en parler brièvement aussi de la conversion ou de la transformation totale d'une banque conventionnelle en banque islamique. Et nous avons des expériences en la matière et nous avons des exemples assez pertinents dans pas mal de pays. L'éthique, on va consacrer une partie importante, mais surtout, du moment que ces deux journées sont dédiées à l'Afrique, en fait, sur ce plan-là, on va consacrer une partie à la finance islamique en Afrique. Autrement dit, on va passer en revue ce qui existe et ce qu'on doit avoir pour avoir une finance prospère et qui profite à l'Afrique. Nous avons aussi consacré une partie aux normes éditées par Ayoufi et nous considérons que ces normes sont réellement des produits. Aujourd'hui, le nombre des normes atteint 48. On considère qu'on a déjà 48 produits qui peuvent être mis en action, qui peuvent être exploités. Aujourd'hui, il y a 6 ou 7 produits, mais on peut creuser davantage et on peut trouver dans cette liste d'autres produits à mettre en place. Pour ce qui est des produits en détail, on va voir, nous avons, parmi les 48 produits, nous avons sélectionné 3 grands produits qui sont les produits qui se répètent davantage, les produits les plus utilisés en la matière. Donc nous avons sélectionné la Morabha comme étant un produit représentatif des contrats dits de vente, mais proche du système conventionnel dans la mesure où il y a un financement d'un bien meuble ou immeuble selon des modalités bien particulières. Et nous avons choisi le contrat Ijara qui représente la partie concernant les services, bien que c'est un contrat d'investissement qui peut être moyen et long terme, mais on le considère comme étant un contrat de service. Et nous avons consacré le 3e contrat pour la Mudharaba, considéré comme un contrat représentatif d'un contrat de participation, d'un contrat de société, avec une spécificité, c'est que la Mudharaba n'est pas réellement une société au sens courant du terme, à savoir des apports réciproques, mais on va voir qu'il y a un apport d'un côté, un travail de l'autre. Donc c'est qu'il y a mariage, capital, travail, qui s'harmonise et qui s'accommode avec la notion de Mudharaba. Je commence un petit peu maintenant par ce qui est de la place aujourd'hui accordée à la finance islamique, et j'ai commencé par poser une question en disant pourquoi aujourd'hui parler de la finance islamique. Autrement dit, ce n'est pas un hasard de parler aujourd'hui de la finance islamique, ce n'est pas un hasard que cette finance est présente sur le plan international, mais il y a des raisons, il y a des causes qui nous poussent à entamer un peu cette finance. Vous avez un développement de la finance islamique qui est une réponse à un besoin qui est un besoin interne aux sociétés et qui se réclame des pays qui sont considérés des pays
arabo-musulman, mais c'est un besoin aussi en dehors de cette sphère. Aujourd'hui, la réponse, le besoin, l'attente, elle est à la fois interne, mais surtout une attente externe. Donc, en dehors du monde musulman, l'intérêt s'explique par la rentabilité de cette finance. Donc, aujourd'hui, quand on parle de la finance islamique, on parle comme étant un produit universellement reconnu. Même si le point de départ, la base de cette finance est partie, si j'ose dire, d'une conception de l'éthique, de l'histoire de la finance islamique dans nos pays, néanmoins, cette finance a pu atteindre une orientation internationale et donc ce sont devenus des produits ayant une source dans le droit islamique, mais l'élargissement et l'accueil à travers le monde a fait que cette finance est aujourd'hui complètement déconnectée de l'aspect purement religieux. Vous avez un autre indice, un autre critère, une autre réponse à la finance islamique, c'est la crise de 2008. Il faudrait dire que la finance islamique a résisté devant la crise internationale en la matière, et il faudrait dire que cette résistance n'est pas due à, je dirais, un management extraordinaire de ces banques-là. On ne sous-estime pas cette direction, mais surtout, cela est dû à, je dirais, des causes intrinsèques, c'est-à-dire le produit lui-même qui a amené les institutions financières islamiques à résister. Et donc, le produit, de manière intrinsèque, a largement contribué à, justement, sauvegarder, à immuniser la finance islamique devant la crise internationale. Et on a donné l'exemple de Dubaï, je me rappelle, quand il y avait les crises de 2008-2009, j'assurais un séminaire à Strasbourg pour les étudiants master finance islamique. Et en arrivant, ils m'ont dit, alors maintenant, à Dubaï, c'est la crise internationale, c'est fini, maintenant, c'est le collapse dans la mesure où c'est l'équivalent des subprimes, etc. Donc, ma réponse était que du moment que les financements sont adossés à des actifs, soit un aéroport, des avions, des routes, des bâtiments, la crise peut affecter Dubaï, par exemple, et affecter partiellement, mais ce n'est pas, disons, la similitude avec les subprimes aux États-Unis ne tient pas, dans la mesure où on peut avoir une régression dans le rendement, mais l'actif y est. On n'a pas en présence d'une disparition de l'actif. Et c'est ça qui fait la différence entre les crises qui peuvent affecter la finance islamique et les crises qui peuvent affecter les produits, disons, excessivement conventionnels, parce qu'enfin, les produits conventionnels, s'ils sont réglementés, peuvent atteindre un degré de sécurité. Mais quand on a exagéré dans les subprimes, on a exagéré dans l'allocation des crédits sans contrôle, vous avez vu les résultats. Un autre point, c'est qu'aujourd'hui, la finance islamique fait partie de ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique. Autrement dit, c'est un mécanisme, ce sont des produits qui sont accueillis dans certains pays à travers des textes. Donc nous avons en France des lois fiscales, on va passer en revue tout à l'heure, ils ont pris 4 lois fiscales en matière de finance islamique. Vous avez en Bretagne, vous avez des circulaires de la Banque centrale. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale s'intéressent davantage. Je ne sais pas aujourd'hui à quel stade. Est-ce qu'ils sont sur le point de légiférer? Est-ce qu'ils sont sur le point justement de prendre des mesures? Ça, je sais qu'il y a un travail, un chantier ouvert depuis un certain temps, avec une attention particulière, mais dont les résultats ne vont pas tarder. C'est une finance aussi éthique, au sens où on parle justement de financement des produits qui ne contredisent pas la moralité communément admise aujourd'hui quand on parle du financement des armes, quand on parle des boissons alcooliques, quand on parle des casinos, etc. Je pense que ce sont des mesures, ce sont des
c'est une sorte d'éthique communément admise à travers le monde. Les résultats assez positifs en termes de résultats ces dernières années ont contribué justement à faire de cette finance islamique une place importante, et je songe pratiquement au takafoul, c'est-à-dire les sociétés mutuelles, dont on n'a pas suffisamment de temps d'en parler, mais sont des sociétés qui prospèrent davantage dans pas mal de pays. Et donc vous avez aussi les sociétés Ijara dont mes collègues avaient parlé. Et là, le rendement est un rendement acceptable et les chiffres en confirment ça. Un autre point, aujourd'hui, on assiste à la création de nouvelles banques à travers le monde. Mon collègue avait annoncé que dans les pays africains, il va y avoir une création bientôt au moins de 3 banques dans 3 pays. Vous avez aussi la création des fenêtres islamiques. Vous avez des grandes banques de réputation internationale, des banques conventionnelles, ont créé des fenêtres islamiques, donc pour des raisons certainement d'attraction qui concernent la rentabilité. C'est un marché en fait. Je ne pense pas que les grandes banques internationales ayant ouvert des fenêtres, des banques conventionnelles, songent uniquement à l'éthique, mais certainement un aspect de rendement, un aspect d'utilité, un aspect de marché qui les pousse. Et donc là, on ne voit pas de contradiction. Un mouvement législatif important, on va voir tout à l'heure un tableau qui passe en revue les pays qui ont légiféré en la matière. Ça vous donne une idée sur la nomenclature juridique, c'est-à-dire les pays qui ont pris des mesures en la matière, ce qui fortifie la finance islamique, puisqu'elle est en train de mouvoir dans un système où il y a des lois. L'augmentation de la demande en dehors du monde musulman, je parle un petit peu la Banque populaire marocaine en France, je parle des fonds islamiques aux USA. Donc ce sont quand même des exemples qui montrent que la finance islamique trouve sa place et dans le monde musulman et en dehors.